Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, c'est la 5e journée internationale de l'éducation. On va y revenir toute la journée sur School TV et on commence à tout seigneur, tout honneur par en parler avec Véronique Roger-Lacan, ambassadrice déléguée permanente de la France auprès de l'UNESCO. L'UNESCO qui est à l'origine de cette journée. L'Anti-Sèche des Maguessel, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'histoire et actu anniversaire. C'est un 24 janvier que disparaissait un monument de l'histoire du XXe siècle, Sir Winston Churchill. L'heure de la récré, toujours avec Emma, un classique des cours de récré, l'élastique, mais dans une version plus vertigineuse et par un éternel jeune homme de 72 ans. Et puis enfin, rendez-vous avec les années collège, c'est la chronique d'Amélie Paris, professeure documentaliste au collège Utrio à Paris. Comment inciter les élèves à lire? Eh bien, par exemple, en les embarquant dans l'aventure du prix des incorruptibles. Elle vous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, grand oral. Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité, c'est le thème de cette 5e journée internationale de l'éducation de l'UNESCO. L'UNESCO, qui est l'agence des Nations Unies chargée des questions de sciences, de culture et donc bien sûr le E d'éducation. Cette journée mondiale, School TV a décidé de lui consacrer plusieurs temps aujourd'hui. Et dans la quotidienne, on a le plaisir d'accueillir Véronique Roger-Lacan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadrice, déléguée permanente de la France auprès de l'UNESCO. Elle est assez récente, cette journée 5e, alors que l'UNESCO est quand même bien plus ancienne. À quoi elle sert ? Elle sert à célébrer l'éducation et à mettre l'accent sur l'éducation. Je vais vous dire la vérité, je ne savais pas que c'était uniquement la 5e. Et je vais vous dire l'autre vérité, c'est que les États membres de l'UNESCO ou de l'ONU, quand ils n'ont rien à proposer, ils proposent des journées internationales. Et bon, nous, la France, nous sommes absolument ulcérés quand un État membre propose une journée. Mais de toute façon, ensuite, une fois qu'elles sont inscrites au programme de l'ONU ou de l'UNESCO, on les honore. Voilà, que le maximum pour chacune de ces journées. Bon, ça donne au moins une occasion sur School TV pendant toute la journée de parler de l'éducation sous un angle international et non pas seulement sous un angle français, et ça c'est quand même intéressant. Les enjeux d'éducation, comme les enjeux de sciences et de culture, les enjeux que porte l'UNESCO, comment s'articule-t-il avec les missions des Nations Unies justement? Le lien entre éducation et paix, c'est quoi? Alors, l'ONU, Charte des Nations Unies 1945, au lendemain des deux grandes guerres mondiales, de la Grande Guerre mondiale, l'ONU décide d'adopter la Charte des Nations Unies sur la paix et la stabilité dans le monde, crée le Conseil de sécurité qui a pour objectif de réunir les 5 grands rédacteurs de la Charte des Nations Unies et faire de sorte que plus jamais aucun conflit comme la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, on se rend compte, et c'est d'ailleurs Eleanor Roosevelt qui souffle à son mari le fait que cette Deuxième Grande Guerre mondiale a été générée par la méconnaissance de la culture des uns et des autres, par cette espèce d'écrasement de la culture juive et l'ignorance qui a conduit l'Allemagne nazie à vouloir créer une race supérieure et à vouloir écraser une autre race. Et donc, on dit il faut que les peuples du monde, les pays de la communauté internationale connaissent la culture des uns et des autres, et donc il faut les éduquer. Et voilà comment l'UNESCO a été créée le 17 novembre 1945. Priorité mondiale aujourd'hui, on zoomera sur la France, ou du moins sur le rôle de la France dans le monde tout à l'heure, c'est quand même malgré tout la scolarisation en général. Il y a des objectifs qui ont été fixés par les Nations Unies, mais aujourd'hui encore 244 millions d'enfants ou de jeunes ne vont pas à l'école. C'est la priorité absolue. C'est la priorité absolue, mais je reviens un petit peu, si vous le voulez bien, sur l'acte constitutif de l'UNESCO et sur la manière dont l'UNESCO a géré cette grande priorité, l'éducation. Au départ, c'était une priorité d'alphabétisation. Donc j'ai par exemple des collègues des États membres qui disent, pour nous l'UNESCO c'est extrêmement important parce que c'est grâce à l'UNESCO que nos populations ont été alphabétisées. Le Brésil, l'Inde, de grandes nations émergentes comme ces nations-là, qui ont des populations monstrueuses, disons-le, et des économies qui ne permettent pas forcément l'éducation de tous rapidement. Et donc, ils ont été aidés
par des programmes de l'UNESCO. Donc dans la décennie 70-80, on a monté le niveau global. Et c'est vrai que ce sont des pays aujourd'hui, d'ailleurs, ça va assez loin, qui ont y compris des établissements d'enseignement supérieur, une recherche qui résonne au niveau international. Et donc aujourd'hui, on se dit, l'UNESCO est passé à d'autres types de priorités, puisque la priorité alphabétisation était accomplie. Et la priorité, c'est par exemple la reconnaissance des diplômes, c'est l'éducation à la citoyenneté, c'est la rédaction de curricula et de programmes d'éducation équivalents un petit peu partout dans le monde. Et c'est l'éducation, vous avez dit de tous, mais aussi de toutes, puisque l'éducation des filles est aussi dans les priorités. Absolument, l'éducation des filles. Alors, l'UNESCO a des priorités transverses, donc l'égalité des genres. Alors, la discussion entre égalité des genres, égalité des sexes, ça c'est tout un programme, mais je pense qu'il y a une journée de l'égalité des genres, donc je pourrais revenir vous parler de ça une prochaine fois. Je crois que ça ne sert à rien, les mots internationaux. La priorité, donc l'éducation, c'est au cœur de cette priorité égalité des genres et l'éducation des femmes et des filles, très importante. Voilà, et qui reste menacée avec la situation en Afghanistan, en témoigne encore tout récemment. Le combat est à mener, enraciner la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité et ce faisant prévenir le déclenchement d'une autre guerre mondiale. Vous l'avez dit il y a quelques instants et rappelé, c'est l'objectif de l'UNESCO lors de sa création en novembre 1945. Le E d'UNESCO, eh bien, il est pour éducation et on en parle avec Véronique Roger-Lacan. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche. Emma Guessel. L'Anti-Sèche avec Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Emma, le 24 janvier 1965 disparaissait Winston Churchill, il avait 90 ans. Et à cette occasion, on va revenir sur le destin de cet homme politique, destin tout à fait exceptionnel. Absolument, 2 fois Premier ministre britannique, une fois de 1940 à 1945, une autre de 1951 à 1955. Son action dans les programmes scolaires français, on la connaît, surtout pour son implication pour l'effort de guerre britannique. Churchill était un fervent combattant de l'Allemagne d'Hitler. Qui, dès 1940 et son arrivée au pouvoir, fixe cet objectif, gagner la guerre coûte que coûte. Je n'ai rien à vous offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Nous avons devant nous de très longs mois de lutte et de souffrance. Vous vous demandez quel est notre but, je vous répondrai d'un seul mot, la victoire. La victoire à n'importe quel prix, la victoire en dépit de la terreur. Ce sont les mots... Churchill. Je fais bien. Ce sont les mots de Churchill, donc lors de son discours d'investiture au poste de Premier ministre à la Chambre des communes le 13 mai 1940. Churchill a alors 66 ans. Il fait de la politique pourtant depuis longtemps, sans jamais parvenir à devenir Premier ministre. Mais ça y est, c'est chose faite et on voit dans ce premier discours tout le franc-parler et l'intransigeance de cet homme. Jamais nous ne parlementerons, jamais nous ne négocierons avec Hitler ni personne de sa clique, dit-il l'année suivante lors d'un discours. Churchill qui fait de l'Angleterre le lieu, le symbole de la lutte contre le nazisme. Rien qu'en accueillant les résistants des pays occupés, comme De Gaulle, Churchill tend même la main à Staline lorsque l'URSS est attaqué par l'Allemagne le 22 juin 1941, alors même que le Premier ministre britannique est un anticommuniste convaincu. Churchill, à l'école, on le croise sans arrêt. Il est à toutes les étapes du conflit mondial, finalement, quand on étudie la Seconde Guerre. Mais oui, la déclaration des Nations Unies en 1942, qui acte l'alliance des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'URSS et de la Chine face à l'Allemagne. La conférence de Téhéran en 1943, qui statue sur le destin de l'Europe après la guerre. On pourrait considérer Yalta en 1945, qui évoque le sort de l'Allemagne et du Japon après la Seconde Guerre mondiale. La conférence de Potsdam, qui évoque la dénazification. Et lors de toutes ces étapes importantes de la Seconde Guerre mondiale, Churchill est même le leader des négociations. Churchill, orateur absolument extraordinaire, père de cette expression extrêmement connue qui est l'expression de rideau de fer. C'est le premier qui en parle, c'est ça? Absolument. De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent, dit Churchill lors d'un discours devant les étudiants de Fulton dans le Missouri. On est en mars 1946. Churchill a quitté le pouvoir après son échec aux élections législatives de juillet. Et cette formule, le rideau de fer, est utilisée durant toute la guerre froide jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Merci. Ce que vous nous avez raconté, c'est la partie de la vie de Churchill qu'on connaît bien. Vous vouliez aussi nous raconter un Churchill qu'on connaît moins bien. On le voit dans certains films. On le voit dans certains films, mais peu quand même. Churchill adorait les arts. Il avait beaucoup de talent artistique et notamment le talent de la
peinture. Il disait « Quand j'arriverai au paradis, j'ai l'intention de passer le plus clair du temps de mon premier million d'années à peindre. » Ce sont ses mots. Et la peinture a fait partie de sa vie très tôt. Et c'était plus qu'un passe-temps ou une passion, c'était une véritable thérapie. À chaque moment difficile de sa vie, la peinture l'a aidé à aller mieux. Et à la fin de sa vie, il a adoré notamment peindre à la Côte d'Azur, qu'on va voir. Churchill s'y rendait très régulièrement. Donc la peinture et puis l'écriture aussi. Il a écrit plus d'une 40aine d'ouvrages et de mémoires qui font de lui le lauréat du prix Nobel de la littérature en 1953. Merci Annette de la mort de Staline par ailleurs. Merci beaucoup Emma. Grand oral, on retourne à cette journée internationale de l'éducation. On a parfois un peu de mal à le comprendre quand on est pris dans l'actualité nationale, mais l'école française ou l'école à la française a des atouts à faire valoir au niveau international. Elle porte à la fois une voix avec un X, c'est-à-dire une histoire, une culture, des valeurs, mais aussi des voix VOIES, c'est-à-dire des approches pédagogiques qui sont jugées remarquables dans des dizaines de pays. Et en cette journée internationale de l'éducation, on parle de tout cela avec Véronique Roger-Lacan, ambassadrice déléguée permanente de la France auprès de l'UNESCO. Au sein de ce concert des nations à l'UNESCO, alors pas toutes les nations, puisque certaines aiment bien sortir, quitte à revenir plus tard, c'est le cas des États-Unis notamment, mais il y a quand même... il y a combien de pays d'ailleurs l'UNESCO? 193. Voilà, oui, j'allais dire plus de 150, 193. Quel message singulier la France porte-t-elle? C'est quoi la voix de la France là-dedans? Alors la France est un État membre du Conseil de sécurité, est un État fondateur des Nations Unies, un État fondateur de l'UNESCO. Dont le siège d'ailleurs est à Paris, on peut le rappeler pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Absolument, un très beau siège. Ouais. Je vous invite à venir le visiter parce qu'il y a des œuvres d'art assez remarquables et que c'est une architecture aussi très très intéressante. Bernard Dreyfus et Jean Prouvé notamment. Pardon, alors où devait la France, la voix de la France. La voix de la France. Donc c'est l'universalisme. Pas à la française, tout le monde va dire c'est l'universalisme à la française, c'est l'universalisme des Lumières, mais l'universalisme des Nations Unies, et donc qui a été adopté et entériné par les États-Unis, par la Chine, par l'Union soviétique à l'époque. Et l'universalisme, qu'est-ce que ça veut dire quoi, ouais. Ça veut dire que, en langage compréhensible par tout le monde, que chacun, chacune dans le monde, où qu'il ou elle habite, qui qu'il ou elle soit, a le droit à la protection et la promotion de ses droits et libertés fondamentaux. Les droits et les libertés fondamentaux, ce sont la Déclaration universelle des droits de l'homme et ensuite les pactes internationaux des Nations Unies de 1966 sur les droits politiques et les droits économiques et sociaux. Et donc, les droits politiques, c'est la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de conviction. Les droits économiques et sociaux, c'est plutôt une obligation de moyens. Les droits politiques et civils et politiques, c'est une obligation de résultat pour les États membres. Et les droits économiques et sociaux, c'est une obligation de moyens. Donc, la question pour l'éducation aujourd'hui, parce que l'éducation, c'est un droit économique et social, dans les pactes internationaux relatifs aux droits économiques et sociaux, obligation de moyens. La question, c'est est-ce que les États, aujourd'hui, mettent tous les moyens dans l'éducation? La réponse est non. Et voilà pourquoi il y a une journée mondiale de l'éducation et voilà pourquoi School TV invite la déléguée permanente de la France à l'UNESCO à parler toute cette journée. Voilà. Liberté d'expression, liberté de religion, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans un certain nombre des 193 États membres de l'UNESCO, elle n'est pas respectée de la même façon qu'en France en tout cas. On se bagarre beaucoup à l'UNESCO pour faire valoir cette idée universaliste de l'éducation. Absolument. Alors je vous raconte une anecdote, le mot anecdote est un petit peu difficile pour ce que je vais vous raconter. Après la décapitation de Samuel Paty, c'était un vendredi. On a été évidemment tous choqués. Le lundi, j'arrive, évidemment, je me pose la question pendant tout le week-end. Qu'est-ce que l'UNESCO a déclaré? Rien. Rien, pas de déclaration de l'UNESCO. Qu'est-ce que nous allons faire à l'UNESCO? Bon, je me pose la question. Et de toute façon, je suis accueillie quand j'arrive au bureau par mes collègues tunisiens et allemands qui me disent « Véronique, il faut absolument que l'on fasse quelque chose. On est là, on t'aide, on va faire. » Alors, on dit, le conseil exécutif de l'UNESCO, 58 États membres, qui se réunit tous les 6 mois et qui met en œuvre, c'est comme une société, l'UNESCO. On a une assemblée des actionnaires, c'est la conférence générale
193 États membres qui se réunissent tous les 2 ans, et on a un conseil exécutif, c'est le conseil d'administration, qui est élu par la conférence générale, 58 États membres qui se réunissent tous les 6 mois. Et donc on dit, on allait se réunir, on va faire une déclaration du conseil exécutif. Simplement, le conseil exécutif, ça réunit des membres de la planète entière, d'accord? Donc on a le groupe arabe, on a le groupe africain, on a le groupe Amérique latine, Caraïbes, le groupe Asie-Pacifique, le groupe européen. En somme, des gens qui ne sont pas forcément d'accord pour qu'on décapite des professeurs, mais qui ne sont pas non plus forcément d'accord pour condamner cet acte dans les mêmes termes, c'est ça? Donc on rédige un projet de déclaration, une page, quelque chose de très court, avec le rappel des faits, les textes de l'UNESCO, dont l'acte constitutif... Dont on a cité un petit extrait tout à l'heure. Voilà, les grandes valeurs. Les textes fondamentaux, et puis ce qu'on va faire, ce à quoi nous nous engageons les États membres du Conseil exécutif. Donc c'était, nous, le rappel des faits, c'est nous, Samuel Paty a été décapité en raison de l'enseignement qu'il dispensait. C'est ça. L'acte constitutif interdit, et dernièrement, nous nous engageons à protéger les apprenants et les enseignants contre ce genre d'actes. Et là, tout le monde ne veut pas forcément. Et là, on dit, on va réunir un petit groupe parce que ça va être très délicat. On réunit par groupe géographique quelques États, et on a dans ce groupe la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Sénégal, le Maroc. Et première seconde, on nous dit, il faut effacer dans le rappel des faits la phrase « en raison de l'enseignement qu'il dispensait ». Alors... là, je dis, je suis désolée, nous, ce texte, c'est à prendre ou à laisser. Le président Macron allait s'exprimer à la Sorbonne le lendemain. On n'enlève pas. Ça. Parce que si on enlève en raison de l'enseignement qu'il dispensait, c'est un acte de terrorisme pur, et l'UNESCO n'a pas à se prononcer là-dessus. Et là, les types, gênés, parce qu'ils ne voulaient pas... Et donc, si mes souvenirs sont bons, il a fallu 10 jours pour arriver à un texte, c'est ça? Il a fallu 10 jours... Non, on n'a pas eu de texte. Il n'y avait pas eu de texte. On n'a pas eu de texte, parce qu'au total, et je vous cite une phrase, je ne vous dis pas lesquelles, mais un de mes collègues du groupe arabe a dit, je leur ai dit, mais au moins, réunissons-nous sur un acte universel, un texte universel. Qui est l'acte. Et il vous a dit quoi? Il m'a dit, Véronique, le seul texte universel pour moi, c'est le Coran. Alors... Donc c'est compliqué. Je vous cite dans un entretien que vous avez donné récemment, l'UNESCO, comme de nombreuses organisations internationales, est au cœur d'un vaste processus de remise en question des valeurs multilatérales et de façon plus large des valeurs occidentales. On est au cœur de tout cela. On va continuer évidemment à en parler à l'occasion de cette journée internationale de l'éducation. Le sujet était un peu lourd. On va prendre une petite récré, on prend des récrés dans la quotidienne. Ça vous convient? On se retrouve juste après la récré. L'heure de la récré, Maguessel et Mar, rebonjour. Rebonjour. Vous nous racontez l'histoire de Jean-Yves. Jean-Yves, 72 ans et une passion assez atypique. En tout cas, une passion où il ne faut pas avoir peur du vide, puisque Jean-Yves, sa passion, c'est le saut à l'élastique. Alors comme ça, on se dit, ok, le saut à l'élastique, 1 fois, 2 fois, allez, 3 fois, c'est sympa. Mais moi, 0 fois quand même. 0 fois, moi aussi 0 fois, jamais, j'ai trop peur. Et bien Jean-Yves, lui, 568 fois. D'accord. Alors, d'abord, avoir 72 ans, il a dû commencer petit quand même. Pas du tout, figurez-vous. Il a effectué son premier saut à l'élastique à l'âge de 59 ans. C'était en 2009. Il y a encore de l'espoir. Voilà. Oui, pour moi. Non. Il a sauté du haut du viaduc de la Soulèvre, un pont haut de 61 mètres. C'était un cadeau de ses enfants, en plus. Il n'a pas peur, Jean-Yves. Alors, la première fois, si, mais il explique que la sensation est tellement impressionnante que ça procure une adrénaline incroyable. Et il n'a qu'une envie, c'est de ressauter tout de suite après. Donc, il saute régulièrement avec un groupe d'amis. C'est le plus âgé, parce que certains ont 18 ans. Ouais, mais on peut le voir faire son saut, Jean-Yves. Absolument, regardez, ça donne ça. Le mec est fou. T'as peur de ça, du vide? Je fais jamais ça. De dos, en plus. Ouais. Et alors, figurez-vous qu'il ne fait pas que sauter comme ça. Ce serait si banal. Il fait des petites folies. Il saute déguisé en ours ou en dinosaure parfois, avec des saltos arrière, des saltos avant. Donc bref, 72 ans, en pleine forme. Respect à ce monsieur qui a l'air de s'éclater dans sa vie. Et ouais, il n'y a pas d'âge pour vivre une récré absolument extraordinaire. Emma, merci beaucoup. On retourne à la journée internationale de l'éducation. Grand oral.
Elle est l'ambassadrice qui ouvre la voie aux femmes. C'est le titre d'un portrait que Le Monde lui a consacré en 2017. Elle venait alors de proposer à 30 ambassadrices de créer une association de parrainage d'apprentis diplomates. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice donc, déléguée permanente de la France auprès de l'UNESCO, est notre invitée à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation. Alors on a parlé des enjeux internationaux de l'éducation, la voix de la France, voix compliquée à faire. Alors pas seulement de la France d'ailleurs, hein, ça recouvre un certain nombre de pays, mais il se trouve qu'il faisait partie des pays fondateurs de l'UNESCO, de ceux qui ont porté l'idée. Mais une des troisièmes raisons pour lesquelles on est très heureux de vous accueillir, c'est ça. C'est que vous assumez complètement une fonction de rôle modèle. Vous, déjà, votre question de diplomate, vous l'avez trouvée, ai-je lu, en Éthiopie. Ma vocation. Ouais. Oui, même au Vietnam, parce que je suis née au Vietnam pendant la guerre. De parents d'origine de Pondichéry. De parents d'origine de Pondichéry, donc colonisation, pays en conflit en permanence. Donc je suis une enfant de l'éducation française à l'étranger, mes parents aussi. Et puis j'ai vécu dans des pays en crise en permanence, donc notamment la révolution en Vietnam, Éthiopie. Éthiopie, Maroc, je crois. Voilà, en Éthiopie, on était à l'école. Alors je suis enfant d'enseignant, mon père était prof et ma mère institutrice. C'est pour ça que vous voyagiez beaucoup. Voilà, ils avaient choisi d'enseigner dans des établissements français à l'étranger. Et en Éthiopie, on était en classe et on a vu tout d'un coup l'avenue sur laquelle le lycée français était placé, envahi de fourches, pas de bonnets phrygiens, mais presque. Pour moi, c'était la Révolution française. Ouais, c'était la Révolution. Ouais. C'était organisé. Ils envahissaient Addis Abeba. Ils allaient vers le palais de l'empereur de Négus. Et ils ont déposé le Négus ce jour-là. Nous, du coup, enfermés dans le lycée français pendant 3 jours, tous les élèves, moi j'avais de la chance, mes parents étaient là, mais il y avait d'autres élèves qui étaient tout seuls, sans leurs parents. Bon, ensuite, les Français, on a été évacués vers l'ambassade de France et le reste, chacun a retrouvé sa vie, mais c'était difficile. Alors ça, c'est quand les émeutes, la guerre viennent à vous, mais après, dans vos fonctions de diplomate, vous avez été, vous, vers les terrains de guerre. Et voilà, et après, j'ai bien compris, c'est pas forcément plaisir à votre fille, voilà, quand vous alliez sur des fronts divers et variés. C'est vrai. Ouais, elle avait très peur quand j'allais en Afghanistan et qu'elle a découvert que... Vous rigolez, mais c'est normal, hein, je vous le signale. En débarquant à Kaboul, j'ai été accueillie par un gilet pare-balles et un casque. Et puis, quand on m'emmenait en Surobhi Kapisa, où nos troupes étaient engagées, les conducteurs d'hélicoptères voyaient bien que j'étais un peu fragile et... Dans les défilés de montagne, ils faisaient exprès de faire voler leur hélicoptère comme ça. Et donc j'arrivais verte. Une sorte de bizutage. Et voilà, gros bizutage. Waouh. Première femme issue de la diversité à être nommée ministre plénipotentiaire. C'était en 2015. Les fonctions qu'on vient, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais de rappeler, origine indienne, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux, aux élèves, à leurs parents, aux enseignants, qui se disent « je ne vais pas y arriver en raison de mes origines, je ne vais pas y arriver en raison de mon genre, etc. » J'ai envie de leur dire « il faut y aller, il ne faut croire que soi, il faut surtout croire en soi ». Extrêmement important, et puis et croire en ses convictions et si on a envie d'être diplomate, se dire que c'est possible, parce que c'est possible, et parce que la diplomatie a besoin de la diversité, d'être représentée par ce qu'est la France aujourd'hui, c'est-à-dire une France diverse et intégrée. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, ce socle, cette force ? Parce que quand vous dites qu'il faut y aller, j'entends, parfois on se sent fragilou. Je n'en sais rien, je ne vais pas faire de la psychanalyse à 3 balles, mais je crois que mon père était très heureux d'avoir une fille et qu'il voilà, il vous a donné pourtant c'était un type très dépressif lui-même, parce que colonisation, exil et tout ça, ça rend dingue. Mais c'est peut-être aussi que je me suis dit... Il vivait mal ce statut de la voix de la France dans des... Non, je pense que c'est d'appartenir à plusieurs civilisations, on le voit bien, c'est extrêmement difficile. Et la génération de mes parents était une génération qui était partagée entre 2 types de civilisations, la civilisation indienne, et dans la civilisation indienne, il y a des millions de façons de vivre. Eux, c'était des catholiques, mais il y a les hindous, les musulmans, et vous savez que là. Et puis la civilisation française, il faut choisir. Et lui, justement, il a tellement souffert d'être entre ces 2 civilisations que pour ma sœur et moi, il a dit que nous serions françaises, totalement. Bon, c'est plutôt réussi, alors, et puisque vous portez la voix de la France aujourd'hui. Les gens me disent, mais on voit même pas que tu es indienne. C'est très compliqué.
Voilà. Véronique Roger-Lacan, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette quotidienne pour cette 5e journée internationale de l'éducation. Elle sert au moins à ça, à ce qu'on ait parlé de ces enjeux-là aujourd'hui. Et on va continuer sur School TV. On retrouve dans quelques secondes les années collège, Amélie Paris. Les années collège, c'est notre rendez-vous avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeur documentaliste au collège Utrio, c'est à Paris dans le 18e. Et évidemment, vous avez beaucoup d'actions à mener pour inciter les élèves à lire. Et parfois, vous faites des actions particulières. Cette année, le prix des incorruptibles, racontez-nous tout. Alors, c'est un prix littéraire décerné par les jeunes lecteurs de la maternelle au lycée qui existe depuis 1988. Et il a pour but de développer le goût de la lecture des enfants et des adolescents et de les faire voter pour leurs livres préférés en fonction de leur niveau de lecture. Oui, il y a plein de niveaux, c'est ça? Oui, il y a 7 niveaux. Et donc, tous les livres sélectionnés sont choisis par un comité de lecteurs composé d'enseignants, dont des professeurs documentalistes, des bibliothécaires et des libraires. Un prix qui date d'il y a longtemps, il y a beaucoup de participants maintenant. Oui, c'est un prix qui marche très bien, puisque l'année dernière, il y a eu 8 953 structures participantes, donc c'est quand même énorme, sachant que ce ne sont pas uniquement des établissements scolaires qui participent, mais ça peut être des médiathèques, par exemple. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Vous travaillez avec une collègue prof de lettres, c'est ça? Oui, nous on fait ça en binôme, donc avec Madame Moutapa, une enseignante de lettres, et cette participation, elle permet aux élèves de partager et d'échanger, de créer des liens lors de ces séances, de ces échanges, parce que ce sont souvent des élèves qui viennent de classes différentes, parce qu'on fait ça sous forme d'ateliers sur la pause méridienne. Ça leur permet aussi de s'ouvrir à de nouveaux genres littéraires et à des thématiques variées, et évidemment de développer le plaisir de lire. C'est l'objectif. Comment ça se passe concrètement? Vous recevez la sélection, vous lisez, vous la présentez aux élèves, comment ça marche? Vous les accompagnez avant le vote? Oui, alors comme je disais, avec ma collègue, on a créé donc cet atelier qu'on a appelé le Café Citoyen, qui a lieu le jeudi midi. On reçoit des élèves volontaires de 5e et 4e, parce que c'est une même sélection. On lit en amont les livres, il y a une sélection, il y a 6 livres par sélection. Ensuite, on leur présente, chacun choisit son livre. Et là, vous leur prêtez après, ils peuvent les lire à la maison. On a souvent plusieurs exemplaires, comme ça, ils peuvent être plusieurs à prendre le même livre. Et ensuite, ils rentrent chez eux. On se retrouve environ 3 semaines plus tard pour échanger à propos de ces livres. Pour vos collègues qui regarderaient, il y a des, on vous aide à organiser tout ça? Oui, on est accompagné. On peut télécharger beaucoup d'outils d'accompagnement sur le site de l'association pour aider les élèves. Il y a par exemple des carnets de lecture, des lexiques, des jeux et il y a même un concours d'illustration. D'accord. À ça veut dire qu'il faut adhérer? Oui, il y a une adhésion, mais elle n'est pas beaucoup, elle est de 30 €, donc c'est peu. Oui, ça reste quand abordable. on voit la qualité des livres sélectionnés et puis surtout tous ces documents d'accompagnement. Et puis, il y a aussi la possibilité de rencontrer un auteur ou de faire une correspondance, de mener une correspondance. Et ça, l'association nous aide beaucoup. Et donc, nous, en avril, nous allons rencontrer Florence Cadier, une super autrice. Et l'association donc, nous a aidé. Il nous a même aidé à utiliser la part collective du Pass Culture. Donc, génial. super. Donc, ça n'a vraiment aucune excuse. Beaucoup de compétences travaillées dans cet objectif de donner le plaisir de lire. Il y a l'oral, il faut écouter les autres, j'imagine, dans un jury, et des échanges sûrement intéressants. Des échanges très intéressants. Alors c'est vrai qu'on s'écoute, on s'approuve, on se contredit, et ça donne souvent lieu à des discussions très intéressantes qui peuvent être le point de départ pour des travaux autour de l'information et de la documentation. Par exemple, l'année dernière, les élèves avaient beaucoup apprécié La Cascadeuse des nuages de Sandrine Beau, paru chez Alice Jeunesse, qui racontait l'histoire vraie d'Élise de Roche, la première femme à obtenir son diplôme de pilote d'avion. Donc on a beaucoup parlé sur l'émancipation des femmes et on a fait tout un travail sur des femmes inspirantes et sur l'évolution des droits des femmes au XXe siècle. Et puis on a exposé tout ça au moment de la Journée internationale du droit des femmes et comme ça, ça a été le point de départ d'une exposition. Et sur l'oral, vous avez une initiative sympa aussi. Mais oui, sur l'oral, on peut développer on peut travailler l'oral parce qu'on peut faire des booktubes. Donc ça va être des mises en scène, des vidéos qui vont mettre en scène le livre et on peut diffuser tout ça sur la chaîne YouTube de l'association qui s'appelle Les Apprentis Booktubeurs Inco. Bon, et alors on ne répétera à personne, mais vous avez un coup de cœur, vous, dans la sélection? Alors, c'est quoi? Et indéniablement, c'est donc Né coupable de la alors ça tombe bien. qu'on va rencontrer en avril. C'est un roman très dur, donc l'histoire vraie d'un jeune qui a été accusé à tort en 1944. Et donc je me réjouis de la rencontrer et surtout de la faire rencontrer aux élèves. Né coupable, Florence Cadier, c'est sorti chez Talon. Merci beaucoup Amélie pour cette explication sur ce prix très très riche. On précise que les livres sélectionnés sont également disponibles en version audio pour les élèves qui souffrent d'un handicap auditif et même pour les élèves porteurs d'un trouble 10.
Oui. Merci beaucoup, fin de cette quotidienne. Merci aussi à toute l'équipe, à Laure Rodemont au maquillage, à Marine Plantec pour la préparation de la mission et qui est en régie, assistée par Dylan Coller. Au son, c'est Mathieu Sullivan, à la réalisation Élise Touré. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.